C'est comme idée politique, non pas philosophique, qu'apparaissent dans mes écrits l'autonomie, la créativité des masses, ce que j'aurais appelé aujourd'hui l'irruption de l'imaginaire instituant dans et par l'activité d'un collectif anonyme. Cette citation de Cornelius Castoriadis est tirée de Faits et Affaires, un texte bilan publié un an avant sa mort. Si j'ai choisi de commencer ma présentation en vous la partageant, c'est parce qu'elle donne à mon sens la tonalité, au sens musical du terme, dans laquelle s'est élaborée toute l'œuvre de Castoriadis, ce philosophe grec né à Constantinople en 1922 et décédé à Paris en 1997. En effet, c'est au contact du réel, en exerçant différentes activités et professions, qu'il a élaboré ses idées matricielles, et pas simplement en lisant les philosophes de la tradition, bien qu'il n'ait pas cessé de méditer leurs œuvres depuis ses 13 ans, âge précoce où il les avait découverts. Plus précisément, Castoriadis n'a jamais cessé de dialoguer avec les pensées vivantes des grands philosophes, Platon, Aristote, Kant et Hegel essentiellement, sur ce qu'il avait nommé l'agora transhistorique de la philosophie. Mais c'est néanmoins d'abord, en tant que militant politique, cofondateur avec Claude Lefort du groupe et de la revue Socialisme ou Barbarie, qu'il a élaboré sa critique du marxisme puis du communisme et qu'il a tenté d'élucider la créativité propre au mouvement ouvrier ainsi qu'au mouvement étudiant de mai 68. C'est en tant qu'économiste à l'OCDE pendant plus de 20 ans qu'il a conçu sa critique du capitalisme et de la société de consommation. C'est en tant que psychanalyste qu'il a participé avec sa compagne Pierra Olanier à la réélaboration de la seconde topique freudienne. Et c'est en tant qu'enseignant à l'EHESS qu'il a proposé un programme novateur de réinterprétation de la tradition philosophique, et notamment de ce qu'il avait appelé la création grecque, le grand mouvement de pensée et d'action au cours duquel se sont inventés conjointement la démocratie et la philosophie, création grecque qu'il ne craignait pas de faire commencer avec Homère, et dont les grands penseurs furent selon lui d'autres poètes aussi, Hésiode, des tragiques Aristophane, des historiens, Hérodote et Thucydide, ainsi que Démocrite et les sophistes. Castoriadis a donc développé une œuvre atypique, au carrefour de toutes ces disciplines, en reprenant à Aristote le projet titanesque de penser la totalité du pensable. Ce faisant, il a aussi cherché à rester fidèle au projet exprimé par Marx dans sa célèbre thèse sur Feuerbach, être un philosophe qui ne se contente plus d'interpréter le réel, mais qui tente de le transformer en élucidant les mouvements qui travaillent la société, qu'ils soient émancipateurs ou au contraire aliénants. Puisque cet exposé sera centré sur la question de l'autonomie, ce que je voudrais faire, c'est donc dans un premier temps vous présenter la manière dont Castoriadis pense l'autonomie à l'articulation de deux modes d'être selon lui radicalement distincts, la société qu'il appelle sociale historique et la psyché individuelle, et dans un second temps, je voudrais vous montrer l'actualité de sa pensée pour qui veut élucider les mouvements qui agitent nos sociétés et la créativité sociale qui nous est contemporaine. Je commence donc avec cette question du social historique. On pourrait penser que ce terme renvoie à la société envisagée dans son développement historique. Or, en forgeant cette expression composée, Castoriadis a voulu signifier que l'histoire n'était pas une dimension parmi d'autres de la société, laquelle pourrait alors s'étudier en dehors de l'histoire, mais que l'histoire n'était finalement rien d'autre que l'autotransformation permanente de la société au cours du temps. Castoriadis a donc unifié en un seul mot histoire et société pour signifier l'indistinction du social et de l'historique. Si l'histoire est donc l'autodéploiement de la société dans le temps, Castoriadis précise le statut de l'auto-altération permanente de la société qui en découle en la décrivant comme un processus incessant de création et de destruction de formes. Il utilise le terme grec eidos, eidé au pluriel. Le mode d'être du social historique est donc essentiellement dynamique, et sa création de formes doit s'envisager sur deux registres. Castoriadis parle de la création d'un eidos premier, le fait que la société se crée elle-même comme société, qui s'auto-configure selon une modalité singulière pour chaque société en créant et en articulant des formes secondes, à savoir un magma de signification imaginaire sociale, des institutions, des intentions et des affects. Aussi, chaque forme sociale historique est-elle vraiment et authentiquement singulière, d'une singularité essentielle, nous dit-il. Vous aurez compris que pour Castoriadis, il n'y a donc pas de déterminisme historique ni de rationalité cachée qui présiderait au développement des sociétés, pas plus d'ailleurs qu'un complet hasard. Ce sont les êtres humains, il les désigne sous le terme de collectif anonyme, qui élaborent ensemble et librement, c'est-à-dire qui instituent la société dans laquelle ils vivent. Ceci suppose aussi d'ailleurs qu'ils puissent détruire leur propre institution sociale historique. Alors si on examine plus en détail la question de l'auto-institution de la société, on remarque que pour Castoriadis, une partie des institutions créées par les êtres humains pour exister en tant que collectivité sont fonctionnelles.
par exemple celle qui permet d'assurer la reproduction de la vie matérielle. Mais il est évident pour Castoriadis que toute société a servi cette fonctionnalité à autre chose, à des finalités qui sont non pas fonctionnelles mais imaginaires. C'est l'une de ses grandes thèses. Ce qui assure la cohérence d'une société, ce sont des significations imaginaires sociales créées par un imaginaire collectif anonyme qui permettent aux individus de vivre et pour lesquels ils seraient prêts à mourir. J'insiste, c'est vraiment là que Castoriadis se différencie le plus des thèses de Marx. Pour lui, l'infrastructure matérielle de la société n'est pas en fait la question économique n'est pas la question la plus fondamentale. Les êtres humains, aussi bien au niveau collectif qu'individuel, ne souhaiteraient pas ne serait-ce que survivre si la vie ne faisait pas sens pour eux. Donc la question de la signification en tant que production d'un imaginaire collectif est première par rapport à la question de la survie, on va dire, matérielle de la société. Alors je vais faire une longue citation de Castoriadis, mais qui me semble assez révélatrice de son propos. Toute société jusqu'ici a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité? Qui sommes-nous les uns pour les autres? Où et dans quoi sommes-nous? Que voulons-nous? Que désirons-nous? Qu'est-ce qui nous manque? La société doit définir son identité, son articulation, le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Sans la réponse à ces questions, sans ces définitions, il n'y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture, car tout resterait chaos indifférencié. Le rôle des significations imaginaires est de fournir une réponse à ces questions. Réponse que de toute évidence, ni la réalité ni la rationalité ne peuvent fournir. Bien entendu, lorsque nous parlons de questions, de réponses, de définitions, nous parlons métaphoriquement. Il ne s'agit pas de questions et de réponses posées explicitement, et les définitions ne sont pas données dans le langage. Les questions ne sont même pas posées préalablement aux réponses. La société se constitue en faisant émerger une réponse de fait à ces questions dans sa vie, dans son activité. C'est dans le faire de chaque collectivité qu'apparaît comme sens incarné la réponse à ces questions. C'est ce faire social qui ne se laisse comprendre que comme réponse à des questions qu'il pose implicitement lui-même. Alors le faire social dont parle ici Castoriadis, c'est donc l'invention et le fonctionnement d'institutions, la politique en acte des citoyens, leur éducation, etc. À cet égard, il faut enfin souligner l'importance de ce qu'il appelle une dialectique entre instituant et institué. L'instituant, c'est le mouvement créateur de nouvelles formes d'organisation de la société, qui comme tel est le plus souvent de nature événementielle et apparaît dans des moments comme par exemple les révolutions. L'institué, c'est la fixation de ce mouvement autocréateur de la société dans des institutions afin qu'elles puissent durer et se perpétuer. Or, selon Castoriadis, la plupart des sociétés occultent leur auto-institution et ce processus de création des significations sociales qui assurent leur cohérence et leur survie, tout comme elles occultent le fait que ces significations sont imaginaires. Elles considèrent en effet qu'elles doivent leur existence à des entités tierces, transcendantes, qui sont vues comme les garantes ultimes des significations. Alors dans les sociétés traditionnelles, les dieux, les ancêtres, dans les sociétés monothéistes, Dieu, ou aujourd'hui dans nos sociétés capitalistes, le marché ou encore la croissance. Castoriadis parle dans ce cas de sociétés hétéronomes, c'est-à-dire qui estiment devoir leurs lois à d'autres qu'elles-mêmes. Selon Castoriadis, une caractéristique majeure des sociétés hétéronomes est que cette délégation du pouvoir instituant empêche toute remise en question critique et clôt la société sur elle-même. Toutefois, il y a des moments dans l'histoire humaine où les collectivités se sont assumées comme seules créatrices de leur signification, de leurs valeurs et de leurs normes. Il parle alors de sociétés autonomes, littéralement des sociétés qui se donnent à elles-mêmes leurs propres lois. L'autonomie aurait pour la première fois été assumée en Grèce ancienne, dans une période qui va du 8e siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec comme apogée la cité démocratique des Athéniens. Puis Castoriadis parle de la redécouverte de l'autonomie en Occident, dans une période qui va de la fin du Moyen-Âge aux Lumières, dans les mouvements des luttes ouvrières de la fin du 19e et au cours du 20e siècle, ou encore dans des épisodes plus ponctuels comme mai 68. Il faut préciser en quoi Castoriadis va jusqu'à parler, en Grèce ancienne, d'invention du projet d'autonomie, puisqu'on a bien compris que toutes les sociétés s'auto-instituent, d'accord ? Simplement, les sociétés hétéronomes recouvrent, occultent ce geste créateur qui est le fait de leur collectif anonyme. Donc pourquoi parler d'invention du projet d'autonomie indissociablement social et individuel ? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, considère Castoriadis, les Grecs auraient refusé toute limite imposée à leur capacité d'agir et de penser, et donc refusé toute hétéronomie instituée. Ce refus se serait matérialisé dans l'invention conjointe de la démocratie et de la philosophie, auquel il donne une définition particulière. La démocratie, c'est le projet d'autonomie politique,
c'est-à-dire un projet d'auto-gouvernement et d'auto-institution permanent de la société, tandis que la philosophie est pour Castoriadis une forme d'interrogation perpétuelle, une pratique illimitée de la critique. Cette invention conjointe de la démocratie et de la philosophie, c'est cela que Castoriadis nomme création grecque, en référence à l'idée qui sert de fondement à ces doubles inventions et qui est celle de l'autocréation humaine. Je le cite, « L'homme se pose lui-même, l'essence de l'homme est autocréation. » Et cette phrase peut être comprise en deux sens. L'homme crée son essence, et cette essence est création et autocréation. L'homme se crée lui-même comme créateur dans un cercle dont la logique apparemment vicieuse dévoile la primauté ontologique. Donc si on examine maintenant plus en détail en quoi consiste cette invention grecque de la démocratie, que Castoriadis identifie à la politique, car selon lui il n'y a de politique que démocratique, il nous dit ceci, dans sa véritable signification, la démocratie consiste en ce que la société ne s'arrête pas à une conception de ce qu'est le juste, l'égal ou le libre donné une fois pour toutes, mais s'institue de telle sorte que les questions de la liberté, de la justice, de l'équité et de l'égalité puissent toujours être reposées dans le cadre du fonctionnement normal de la société. Et par distinction avec le politique, c'est-à-dire ce qui a trait dans toute société au pouvoir explicite, il faut dire que la politique, qui est à ne pas confondre avec les intrigues de cour ou la bonne gestion du pouvoir institué qui existe partout, la politique donc au féminin concerne l'institution explicite globale de la société et les décisions concernant son avenir. Alors que les sociétés hétéronomes se caractérisent par la clôture du sens, la démocratie en tant que société autonome se caractérise donc essentiellement par la mise en question de l'institution héritée. J'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas la liberté même qui sont les caractéristiques les plus essentielles de la démocratie pour Castoriadis, qui rappelle à juste titre que l'égalité, par exemple, apparaît dans l'imaginaire collectif des Spartiates, qui sont une société oligarchique, avant que d'apparaître pour la première fois l'imaginaire de l'égalité et de se penser entre citoyens comme des semblables, c'est vraiment le fait des Spartiates avant que ce soit le fait des Athéniens démocrates. Donc ce n'est pas tant l'égalité ni la liberté que cette possibilité de mettre en question de manière permanente tout ce que nous avons reçu des générations précédentes, ce qu'il appelle l'institution héritée. Ceci peut donc se comprendre comme auto-institution permanente et explicite de la société. Et à cet égard, Castoriadis met en évidence les caractéristiques de la cité athénienne qui devraient être réactivées chaque fois que le projet d'autonomie sera relancé. Alors je vous les énumère parce que je pense que c'est important pour penser la question de la démocratie radicale aujourd'hui. Premièrement, le peuple par opposition aux représentants. Selon Castoriadis, la démocratie est directe ou elle n'est pas. Donc la thèse est forte, la représentation, la délégation du pouvoir à des représentants est un principe qui, selon lui, est totalement étranger à la démocratie. Le corps souverain ne peut être que la totalité des personnes concernées. Et chaque fois qu'une collectivité politique est entrée dans un processus d'autoconstitution, d'auto-activité radicale, il nous rappelle que la démocratie directe a été redécouverte ou réinventée sous la forme des conseils communaux, les town meetings durant la Révolution américaine, dans les sections pendant la Révolution française, dans la Commune de Paris, dans les conseils ouvriers ou les soviets sous leur forme initiale. Dans le cas où une délégation est inévitable, il envisage quand même ce cas de figure. Castoriadis souligne la nécessité de réactiver deux principes essentiels qui existaient donc à Athènes, la révocabilité permanente des magistrats et l'obligation de rendre des comptes à la fin de leur mandat. Rien de plus étranger à l'esprit démocratique que la notion d'immunité parlementaire ou diplomatique. Et à cet égard, les quatre traits déterminants de l'éthos, du caractère que les institutions démocratiques doivent chercher à développer chez leurs citoyens sont, je pense que c'est intéressant de le rappeler, la franchise, le courage, la responsabilité et le sens de la honte ou de la pudeur, c'est-à-dire le sens de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Deuxième caractéristique d'une société démocratique, c'est la valorisation du peuple par opposition aux experts. Il ne saurait y avoir d'experts en politique, si ce n'est la communauté dans son ensemble, le peuple souverain à l'Assemblée. En effet, pour Castoriadis, il n'existe pas de science ni même de technique politique qui pourrait être directement applicable et qui serait l'apanage de certains individus. Comme le montre l'Antigone de Sophocle, qui est pour Castoriadis vraiment la tragédie de la démocratie par excellence, ce qu'il faut viser avant tout, c'est le phronein ou la phronésis, la sagesse pratique qui consiste à ne pas se crisper sur ses raisons sans écouter les raisons de l'autre, mais au contraire à parvenir à tisser ensemble des points de vue différents, voire contradictoires. Vouloir avoir raison seul, être sage seul, ce qui en grec se dit monos phronein, à la manière de Créon, mais aussi d'Antigone,
est donc un oxymore, voire même une folie, nous dit Castoriadis. Les experts ne peuvent exister que dans des registres techniques. Ils doivent alors être entendus, mais à titre seulement consultatif, afin que l'Assemblée des citoyens puisse se faire une idée plus juste des problèmes et qu'elle prenne ses décisions en connaissance de cause. Dès lors, Castoriadis considère que l'idée moderne selon laquelle les experts ne peuvent être jugés que par d'autres experts est l'une des conditions de l'expansion et de l'irresponsabilité croissante des appareils hiérarchico-bureaucratiques modernes. Troisième caractéristique de la démocratie, c'est la valorisation de la notion de communauté des citoyens par opposition à l'État. L'idée d'un État, c'est-à-dire d'une institution distincte et séparée du corps des citoyens, eût été incompréhensible pour un grec. Castoriadis se réfère là à une phrase fameuse de Thucydide, la cité c'est les hommes, Andrés gar polis. Qui plus est, Castoriadis souligne qu'il n'y a pas non plus d'appareil d'État à Athènes, dans le cas athénien, en rappelant que le mécanisme technico-administratif n'assumait aucune fonction politique. La police, avec un C, comme la conservation des archives publiques et même l'administration des finances publiques, étaient en effet des charges assumées par des esclaves à Athènes, supervisées par des citoyens. Là où dans la modernité, le gouvernement, en se présentant comme le simple exécutant des lois, détient en réalité tout le pouvoir, c'est au peuple que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent appartenir dans une démocratie directe. Alors pour finir, il est vraiment important de mentionner que Castoriadis accorde à l'autolimitation un rôle central dans le cadre du projet d'autonomie. Alors que la résonance moderne de ce terme est d'emblée péjorative, puisque la limite pour nous est souvent entendue comme restriction, privation de quelque chose, Castoriadis rappelle que pour les Grecs, au contraire, la limite désignait ce qui donne contour, forme, bref, ce qui permet d'avoir quelque chose d'avoir une consistance. Puisqu'il n'existe aucune entité extérieure qui viendrait sanctionner une transgression, ni aucune garantie de justice intrinsèque aux lois et aux institutions, le collectif démocratique doit parvenir à assumer le risque de son institution en se donnant à lui-même ses propres limites. Castoriadis en donne deux exemples dans le cas athénien. Le premier est ce qui en grec se dit graphé paranomon, qu'on peut traduire par accusation d'illégalité. Par cette procédure, n'importe quel citoyen pouvait en accuser un autre d'avoir fait voter par l'Assemblée une loi illégale, par exemple en profitant d'un jour où les citoyens étaient peu nombreux, ou encore en ayant usé de démagogie. Alors qu'est-ce qui se passait ? Des citoyens étaient alors tirés au sort pour statuer en tant que juges. S'ils ratifiaient l'accusation d'illégalité, la loi était retirée et celui qui l'avait proposée était puni d'une amende. Si par contre ils jugeaient l'accusation infondée, alors c'est l'accusateur qui était sanctionné. Ainsi, les Athéniens auraient donné des balises à l'autonomie en assumant que la loi est de l'ordre de l'opinion, ce n'est qu'une doxa, qu'on peut donc s'être trompé en adoptant telle ou telle loi particulière, mais aussi que cette erreur est toujours réparable. La seconde institution mentionnée par Castoriadis, donc institution d'autolimitation, ça pourra vous paraître étonnant, c'est la tragédie. L'une des fonctions essentielles de la tragédie, ça aurait été de rappeler la nécessité de l'autolimitation en donnant à voir dans ses fictions la catastrophe à laquelle mène nécessairement le contraire de l'autolimitation qui est l'hybris ou la démesure. L'hybris, la libris, c'est le fait d'avoir transgressé des limites qui n'étaient pas prédonnées, c'est-à-dire l'échec d'être parvenu à s'autolimiter. Plus fondamentalement encore, la tragédie est démocratique en ce qu'elle porte le rappel constant que la mortalité, à savoir le rappel constant de la mortalité, c'est-à-dire de la limitation radicale de l'être humain. Or, selon Castoriadis, il ne peut y avoir de politique démocratique qu'à la condition que la société se sache elle aussi mortelle, ce qui implique de faire le deuil de la toute-puissance, ainsi que de l'illusion d'éternité. À ce souci constant des limites chez les Grecs, Castoriadis oppose ce qu'il considère comme étant la signification imaginaire centrale de la société capitaliste, l'expansion illimitée du profit et de la consommation. Ceci correspond selon lui à la recherche absurde du toujours plus déconnecté de toute finalité réelle. Or, une telle montée de l'insignifiance, c'est son expression, est à entendre au sens fort d'un dépérissement de toutes les significations pouvant construire la cohérence d'un monde commun. Afin d'inviter à réinvestir le projet d'autonomie aujourd'hui, c'est à l'oraison funèbre de Périclès que Castoriadis emprunte une finalité, un projet de société alternatif, que je trouve très beau, donc je vous le cite. Quand je dis que les Grecs sont pour nous un germe, je veux dire en premier lieu qu'ils n'ont jamais cessé de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que l'institution de la société doit réaliser ? Et en second lieu, que dans le cas paradigmatique Athènes, ils ont apporté cette réponse.
la création d'êtres humains vivant avec la beauté, vivant avec la sagesse et aimant le bien commun. Si je passe maintenant à la question de la psyché individuelle correspond à une autre région, à une autre strate de l'être que le social historique, et qui est totalement distincte d'elle. Ce terme grec de psyché désigne l'âme, et la psychanalyse le reprend tel quel pour désigner l'appareil psychique. Castoriadis centre sur l'élucidation de la psyché toute son anthropologie, qui entreprend de renverser la célèbre définition d'Aristote. Alors pour Castoriadis, l'homme n'est pas un animal raisonnable, il n'est pas non plus un animal malade, l'homme est un animal fou, ou plus précisément qui commence par être fou, et qui aussi pour cela devient ou peut devenir raisonnable. Alors ce commencement fou de l'homme, c'est le stade le plus originaire de sa psyché, inaccessible en tant que tel, et qui correspond d'abord à l'état psychique du nourrisson. C'est la psychiatre et psychanalyste Pira Olanier, qui fut un temps l'épouse de Castoriadis, qui la première fut conduite à proposer une réélaboration en profondeur du modèle métapsychologique freudien, compte tenu de son expérience clinique avec des patients psychotiques à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Elle postule un stade originaire, plus fondamental encore que celui de l'inconscient. Et Castoriadis, à sa suite, va proposer sa propre version du stade originaire en créant la notion de monade psychique. Plutôt qu'un concept, la monade psychique me semble être une fiction théorique qui tente de rendre pensable le fonctionnement originaire du psychisme du nourrisson, dont certains éléments vont perdurer dans le psychisme adulte. Alors les caractéristiques de la monade psychique originelle sont les suivantes. Cette monade est un tout. Elle se vit sous le mode de la toute-puissante. Centrée sur elle-même, elle ne perçoit rien comme autre ou comme existant en dehors d'elle-même. En effet, le nourrisson ne fait pas de différence entre lui et sa mère. Par ailleurs, la monade correspond au surdéveloppement de l'imagination, entendue comme capacité de poser comme réel ce qui ne l'est pas. L'importance de l'imagination dans la vie de la monade est telle, d'après Castoriadis, qu'elle n'est en elle-même rien d'autre qu'un pur flux ininterrompu et illimité de représentations. Totalement absorbée, immergée dans cette activité de fantasmatisation, la monade est incapable de chercher sa subsistance par elle-même et elle dépend donc totalement d'autrui, l'adulte socialisé et nourricier qui est donc le plus souvent la mère. Selon Castoriadis, l'espèce humaine est ainsi une espèce animale monstrueuse, car inapte à la vie du point de vue psychologique mais aussi biologique. L'homme est en effet le seul animal qui ne connaît pas d'instinct ce qui est nourriture et ce qui est poison. Cette monade psychique se caractérise ainsi par l'unité indifférenciée de ses représentations, de ses affects, de ses désirs et de ses intentions. En identifiant tout à elle-même, elle s'assimile tout. La monade impose ainsi une certaine forme de violence au monde puisqu'elle ne reconnaît aucune forme d'altérité. Elle devra pourtant peu à peu accepter que des limites soient posées à sa toute-puissance et à son activité de fantasmatisation incessante. La socialisation de la monade psychique par la mère correspond à ce travail d'imposition de limites. En amenant l'enfant à reconnaître que tout n'obéit pas à ses désirs, la mère l'aide à donner un sens au monde, qui ne sera plus celui de ses seuls désirs et représentations, mais un sens partagé. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'enfant investisse désormais les significations imaginaires collectives, sociales, qui fonctionnent donc comme un substitut, si vous voulez, un substitut d'investissement par rapport au fantasme strictement privé de la monade psychique. L'individu social s'avère ainsi être le produit de la transformation de la monade psychique par la société grâce aux institutions symboliques de la famille et du langage. La mère est en effet, avant tout pour Castoriadis, le premier représentant de la société en tant qu'elle parle. La socialisation est donc avant tout l'apprentissage et l'échange de la parole qui construit des individus porteurs des valeurs et des normes de leur société. L'individu social est ainsi celui qui peut plus ou moins bien fonctionner au sein d'une institution sociale historique donnée. Il a une identité stable, un rôle sexuel et professionnel. Il se conforme plus ou moins à certaines règles, poursuit certaines fins et agit selon des motivations suffisamment stables que pour que son comportement soit prévisible pour les autres individus de la même institution sociale historique. Selon Castoriadis, cet individu social correspond au moi freudien. Il est capable de pensée, de volition et d'action, mais seulement dans les cadres institués par la société dans laquelle il vit. Il n'est donc pas en mesure de mettre ces cadres en question, ni de se mettre en question lui-même. Cela, seul le sujet humain autonome le peut. On peut dire que ce sujet humain n'est pas donné, mais à faire. Il ne résulte pas automatiquement du processus de socialisation.
Bien au contraire, rares sont les sociétés qui laissent émerger la possibilité même d'un tel sujet. En effet, le sujet humain autonome se caractérise par la réflexivité critique et la volonté entendue comme capacité d'action délibérée. Dès lors, le sujet humain autonome vise à se transformer lui-même en réfléchissant ses propres pensées et actions, mais aussi la société dans laquelle il vit, dont il est capable de mettre en question les valeurs et les institutions. Selon Castoriadis, cette transformation de soi et de la société est un processus qui n'a pas de fin, raison pour laquelle il parle du sujet humain autonome comme d'un projet. Et bien entendu, c'est l'implication dans l'activité politique, dans des activités de transformation de soi comme la cure analytique, mais aussi dans la création artistique. Ce sont ces activités qui, par excellence, sont propices à faire passer l'individu social, à transformer l'individu social, à le mettre sur la piste, si je puis dire, du projet d'autonomie. Alors si je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé, à la question de savoir qu'est-ce que la pensée de Castoriadis a encore à nous dire aujourd'hui, eh bien je commencerai par pointer le fait que dans le champ politique proprement dit, je pense qu'il faut croire dans l'élan qui a porté ce qu'on a appelé les mouvements des places, mais en ayant en tête ces propos de Castoriadis qu'il avait formulés comme une évidence à l'époque, mais qui résonnent, je pense, pour nous comme un avertissement. Alors je le cite. Quand nous parlerons de la démocratie, n'ayons pas simplement en tête l'existence d'une assemblée qui délibère et qui décide consensuellement, ni l'absence d'une domination au sens factuel du terme par un groupe spécial. La création grecque de la démocratie, de la politique, est création d'une activité explicitement auto-instituante de la collectivité. Alors, je rappellerai que l'année 2011 avait vu fleurir de par le monde une série de mouvements de protestation et de revendications politiques émanant directement de citoyens et de citoyennes ordinaires. Les insurrections civiles en Tunisie et en Égypte, lors de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le printemps arabe, ont réouvert le cours d'une histoire qu'on pensait à jamais figée, celle où le peuple se réapproprie sa souveraineté absolue dans l'invention d'actes et de discours qui rappellent et réassignent les gouvernants à leur position de simples représentants, en tant que tels perpétuellement révocables, appelés à rendre des comptes et nécessairement soumis à la volonté générale. C'est sous cet angle, je crois, qu'il faut envisager la propagation à l'ensemble du monde de cette effervescence populaire sous la forme du mouvement de rassemblement et d'occupation des places. D'après Sandra Logier et Albert Augien, qui ont mené une enquête comparative sur ces mouvements en 2014, ils présentent plusieurs points communs. Toutes ces revendications se sont faites au nom de la démocratie réelle, par opposition à la démocratie représentative, laquelle ne serait donc pas réellement démocratique. Dès lors, tous ces mouvements citoyens se sont développés en dehors des cadres institués de la politique traditionnelle, donc en dehors des partis et des syndicats. Mus par le souci de préserver l'unanimité et de respecter l'égalité de quiconque avec quiconque, ces mouvements ont dès lors tous respecté une triple exigence. Pas de leader, pas de programme, pas d'affiliation partisane. Enfin, celles et ceux qui y ont participé ont fait le choix stratégique de la non-violence. Ni révolution, ni grève, ni sit-in, ni manifestation, le mouvement des places, au vu de l'ensemble de ces traits communs, peut et doit donc être pensé comme une création politique radicale du collectif anonyme, témoignant de la relance de ce que Castoriadis avait nommé le projet d'autonomie. C'est à ce titre que je m'y intéresse ici, alors même que, comme Logier et Augien le soulignaient eux-mêmes déjà en 2014, eh bien ce moment d'effervescence semble être retombé dès 2012. Néanmoins, je persiste à partager leur point de vue lorsque ces deux philosophes considèrent que la manière dont ces mouvements des places sont nés, se sont organisés, se sont développés, annonce les formes nouvelles que l'activité politique est vouée à prendre à l'avenir. J'entends pour ma part ici l'expression forme nouvelle au sens fort que Castoriadis avait donné à cette expression, autocréation d'un eidos. Et pour tenter de comprendre ce qui fait la singularité de ce nouvel eidos, cette nouvelle forme de la praxis politique, je voudrais me concentrer sur l'élucidation d'un seul de ces aspects, la concrétisation de cette revendication de démocratie réelle dans l'invention collective d'une certaine forme de vie. Toujours à suivre Sandra Logier et Albert Augien, la vie quotidienne et les assemblées des places se sont caractérisées par une organisation fondée sur la décision par consensus, le rejet de la règle de la majorité et de la parole unique, le refus de la hiérarchie dans l'expression des voix, l'attribution des responsabilités par le volontariat. Cette forme de vie a donc été animée par le désir de traduire en actes le cœur du motif démocratique qui est pour eux l'égalité. Ceci donne sa tonalité à l'esprit des rassemblements des places. Faire en sorte que le point de vue de chacun compte autant que celui de n'importe quel autre et imposer une répartition des tâches et des fonctions qui soit délivrée de toute trace de domination sociale, intellectuelle ou de genre. Les participants à ces mouvements ont opposé cette forme de vie, qui constituerait donc la démocratie réelle,
à la démocratie représentative, entendue comme régime, en considérant que cette dernière ne respecte pas ou plus le principe fondamental de l'égalité. Laugier et Ogien, quant à eux, considèrent que cette opposition stricte ne tient pas, donc entre démocratie réelle et démocratie représentative comme régime. Pour eux, il s'agit de deux pôles en tension permanente de l'organisation de la société démocratique, laquelle, tant que le cadre de l'État-nation prévaudra, ne pourrait être que représentative. Mais le mouvement des places aura constitué la réaffirmation de la volonté populaire que la politique de ses gouvernants soit nécessairement inspirée et guidée par le principe démocratie, c'est le titre d'un de leurs livres, et ils le définissent ainsi, principe, non au sens de premier ou de fondement, mais au sens d'une volonté d'agir en politique, en restant fidèle à une attitude respectueuse des choix de vie de chacun, porteuse d'un idéal de dignité des personnes, soucieuse d'un respect de l'égalité, s'opposant à toutes les discriminations et toutes les injustices, et livrant à la connaissance des citoyens l'intégralité des informations d'intérêt public qui les concernent. Alors pour ma part, il me semble qu'avec le mouvement des places, nous avons assisté à la première phase du réveil de ce que Castoriadis avait nommé la passion pour la démocratie. Cette première phase est celle de ce qui en grec se dit l'orgueil, la pulsion, la colère, l'indignation contre, qui doit parvenir à s'élaborer en passion pour le vivre ensemble démocratique. Comme les vers de l'Antigone de Sophocle le formulent poétiquement, l'homme s'est appris à lui-même les pulsions, les passions qui instituent les lois dans les cités. Pour Castoriadis, ces vers condensaient l'essence de l'autocréation humaine. Et je dirais qu'aujourd'hui, après tant de siècles de délégation du pouvoir politique, il est logique que les citoyens et les citoyennes aient besoin de redécouvrir ce qu'est une délibération collective directe. Mais l'enlisement du mouvement Nuit debout en France, par exemple, a montré l'effet pervers de la discussion infinie, où l'élan premier s'est épuisé en démultiplication de procédures visant à éviter toute institutionnalisation. De ce fait, la logique bureaucratique a frappé là où on l'attendait le moins. Le refus de tout leader du mouvement, de toute position de pouvoir des uns sur les autres, a paradoxalement conduit à discriminer de multiples provinces de compétences qui ont dilué et finalement épuisé la puissance d'action et de réflexion collective. La critique émise par Castoriadis de la dérive bureaucratique au sein des mouvements ouvriers et estudiantins de mai 68 est donc cruciale pour nous faire percevoir les risques inhérents au mouvement citoyen d'aujourd'hui. Quels sont ces risques ? Eh bien, c'est de croire qu'il suffirait de réunir des citoyennes et des citoyens de bonne volonté, de les faire discuter ensemble pour réanimer la démocratie directe. On a bien compris, ça ne suffit pas. Le second risque inhérent au mouvement citoyen est de ne pas voir que la hantise de l'institution peut conduire à la réalisation de sa pire forme, la bureaucratisation. Le troisième de ces risques serait de ne pas comprendre que l'exaltation de circonstances exceptionnelles retombera forcément et qu'il faut parvenir à la transformer en une récurrence interminable. C'est pourquoi il me semble surtout nécessaire de repenser la temporalité de ce type d'action. Trop liées au caractère exceptionnel de l'événement, elles se sont dès lors rapidement essoufflées. Or, si la pratique politique des Athéniens a pu être comprise par Castoriadis comme étant de la philosophie en acte, c'est au contraire parce qu'elle s'étendait sur le temps long d'une vie adulte tout entière. Tous les citoyens étaient supposés participer aux séances de l'Assemblée sans compter les autres charges qu'ils pouvaient assumer en parallèle. Dès lors, ils entraient nécessairement dans un processus d'éducation permanente à la politique, leur capacité de délibération et de jugement ne pouvant pas manquer de s'affiner avec le temps grâce à l'institutionnalisation de leur praxis constituée par l'existence même d'une assemblée plénière de tous les citoyens. Je pense donc avec Castoriadis qu'il est nécessaire de repenser la création d'institutions propres à la démocratie directe et leur cointrication avec des formes de vie démocratique. J'insiste sur ce point. Castoriadis nous invite à penser la nécessité de dissocier les institutions du régime de la représentation. Or, cette possibilité d'institution de démocratie directe a beaucoup de mal à être entendue aujourd'hui. D'une part, la prégnance du schème de la représentation est si forte que beaucoup considèrent que des institutions, si elles sont politiques, ne peuvent être que représentatives. Au mieux, l'introduction d'éléments participatifs ne serait envisageable que dans le cadre d'une refonte des institutions parlementaires déjà existantes. Il semble aussi évident à beaucoup qu'on ne puisse plus aujourd'hui faire l'économie d'une représentation et donc d'une délégation du pouvoir politique pour des raisons d'échelle. Comment des millions de citoyens et de citoyennes pourraient-ils toutes et tous faire de la politique, ne serait-ce qu'au niveau d'un seul État-nation ? Prendre au sérieux ces objections suppose de réévaluer l'importance de la paideia, non pas tant éducation au sens scolaire du terme, que formation, autocréation de sujets autonomes. Il s'agirait donc de créer une forme d'éducation continue des citoyens à la vie démocratique aujourd'hui,
en créant des cadres de délibération collective qui soient aussi des instances décisionnelles, et ce à de multiples niveaux, notamment communal, national ou européen, je réfléchis à partir du cas belge, des cadres de délibération collective qui pourraient être aussi bien présentiels que utiliser les réseaux sociaux, comme cela a été le cas en Islande lors de la rédaction de la Constitution par un groupe de citoyens ordinaires sur base de larges consultations populaires. En effet, d'une part, on doit constater la limite des appels aux citoyens sur le modèle think tank, qui ne peuvent émettre que des avis purement consultatifs, sans aucune force contraignante, et qui sont souvent suspectés de servir de caution à des politiques publiques décidées par les seuls politiciens professionnels. D'autre part, nous avons aussi évoqué la limite des délibérations collectives hors de tout cadre institué, type Nuit debout, qui ne débouchent sur aucune mesure concrète. On pourrait donc s'inspirer du cadre athénien tel que décrit par Aristote. D'après son témoignage, l'assemblée réunissant tous les citoyens athéniens était convoquée 4 fois par Prytanée, c'est-à-dire environ une fois par semaine. Le calendrier en était institué a priori. Lors de la première séance de l'Assemblée, le peuple confirmait les magistrats si leur administration était approuvée, et on délibérait de questions relatives à l'approvisionnement et à la défense du pays. Tout citoyen pouvait déposer une accusation de haute trahison envers la cité. On y faisait aussi lecture des biens confisqués. La seconde séance était réservée aux suppliques, qu'elles concernent des affaires privées ou publiques. Les autres séances étaient en général consacrées à 3 affaires relatives à la cité, 3 à la religion et 3 aux ambassadeurs, c'est-à-dire aux relations internationales. En devant délibérer et juger au sujet de questions aussi diverses, les citoyens étaient forcément amenés à philosopher, au sens de se demander si telle proposition de loi était juste, tel projet d'urbanisme beau, et donc ce que sont le juste, le beau. Ils apprenaient donc la politique en la pratiquant et en l'inventant durant toute leur vie active de citoyens, puisque cet apprentissage s'étendait de leur majorité politique jusqu'à leur mort. Il faudrait donc définir des cadres thématiques a priori, aujourd'hui, qui dicteraient les questions spécifiques envisagées dans chaque assemblée. Par exemple, les relations internationales, l'écologie, l'éducation, le travail, etc. Et les instances gouvernementales devraient s'engager à mettre en application les décisions prises par les citoyens. À cet égard, la communauté germanophone de Belgique a pris une décision innovante. Dans un décret daté du 25 février 2019, elle s'est dotée d'un conseil citoyen permanent dont les membres sont tirés au sort. Ce conseil peut initier des assemblées citoyennes ponctuelles dont les membres sont également tirés au sort et qui ont pour mission de délibérer et de formuler des recommandations sur un sujet particulier que le conseil citoyen leur a soumis. Au terme des délibérations, les recommandations émises sont discutées de façon conjointe entre d'une part les membres de l'Assemblée citoyenne et d'autre part les membres de la commission parlementaire en charge de la matière concernée et le ou les ministres compétents. Les recommandations sont censées être suivies par des mesures adoptées par le Parlement ou par le gouvernement de la communauté germanophone, l'éventuel rejet d'une recommandation devant être motivé par les instances politiques. L'ensemble de ce processus a été baptisé dialogue citoyen permanent. Par ailleurs, il est frappant de constater que les mouvements sociaux les plus récents, je pense à 2018-2019, ont pour beaucoup eu comme point de départ un élément d'ordre strictement économique. Annonce de la hausse sur la taxe des carburants pour les gilets jaunes en France, projet d'une taxe sur WhatsApp au Liban, hausse du prix du ticket du métro au Chili. On est pourtant en droit de se poser la question de savoir s'il s'agit là de causes profondes ou superficielles. En effet, plusieurs éléments permettent de considérer ces causes économiques comme n'étant que des causes superficielles, des micro-événements à valeur de symptômes, à l'occasion desquels se sont manifestées sur l'espace public des résistances pointant vers une cause profonde d'un autre ordre. Tout d'abord, le fait que lorsque les dirigeants ont apporté une réponse strictement économique à ces revendications populaires, cela n'a pas suffi à calmer la contestation, bien au contraire. On peut en tirer l'hypothèse que ce qui était en question ne concerne pas tant le niveau de vie que la forme de vie. Qui plus est, ces réponses économiques des pouvoirs en place sont toujours allées de pair avec de violentes répressions policières. Preuve, s'il en était besoin, que ces contestations populaires étaient perçues comme touchant structurellement à la pérennité de l'institution sociale. On soulignera aussi la conscientisation par les manifestantes et les manifestants d'utiliser une riposte économique comme instrument de lutte politique. Par exemple, frauder ne pas payer une autre manière de lutter fut un mot d'ordre entonné à l'entrée des stations de métro du Chili dès le début du mouvement de contestation sociale le 14 octobre 2019. Peut-on pour autant parler de révolution en cours ? Il me semble que oui, à condition de penser selon un certain type de temporalité le processus révolutionnaire en question. Non pas césure de l'événement, mais autodéploiement progressif d'un nouveau rythme social historique au fur et à mesure de sa création. Plusieurs points communs entre les mouvements sociaux actuels et ceux des places me semblent par ailleurs permettre de considérer qu'il s'agit là de 2 temps, ou plus précisément de 2 spires, d'un même rythme politique du social historique.
une critique acerbe de la classe politique, inféodée aux grands groupes économiques, une dénonciation de la confiscation du pouvoir par ces pseudo-élites, liée à une revendication de démocratie réelle, ainsi qu'à la tentative de la concrétiser, parfois par-delà des clivages interreligieux profonds comme au Liban. Une demande de reconnaissance sociale et de dignité de la part de personnes se sentant marginalisées et méprisées par les pseudo-élites économiques. Ainsi, le gilet jaune symbolise plus que tout le désir de devenir visible, et je rappelle à cet égard que la constitution d'un espace d'apparaître était pour Hannah Arendt la condition de possibilité, nécessaire mais non suffisante, du développement d'une véritable sphère publique, c'est-à-dire de la politique. En chiasme, la prise de conscience d'une précarisation croissante de la condition socio-économique de quasi toutes les couches de la société, à l'exception de l'infime minorité des plus nantis, avait elle aussi constitué un vecteur puissant de l'élan qui avait porté les mouvements des places. On doit dès lors constater que le rythme social historique amorcé par les mouvements des places dès 2011 et prolongé dans la séquence 2018-2019 dépasse largement la question d'une contestation du partage du pouvoir émanant des marges. Car si parmi les exclus, certains groupes ont joué un rôle prépondérant et moteur, femmes, étudiants, peuples autochtones, sans-papiers, c'est en réalité l'ensemble des populations qui se redécouvrent et s'inventent peu à peu comme peuple, démos, ce dernier terme étant à entendre à la fois en tant que catégorie socio-économique, en tant que catégorie politique et en tant que catégorie universelle, peuple de la Terre, toutes et tous dramatiquement unis par la possibilité de la disparition de cette dernière. Ce dont il est aujourd'hui question, c'est de l'émergence de nouvelles formes de subjectivation individuelle et collective, mettant en crise l'imaginaire institué de la société néolibérale et l'atomisation des individus qui en est le résultat le plus patent, à travers l'invention de nouvelles manières d'agir et de vivre ensemble.